Imaginez un ensemble noir, un costume noir, un couvre-chef noir, généralement un fedora, des lunettes de soleil, une cravate, des chaussettes et des chaussures. Tout est d'un noir abyssal. Cependant, parmi cette sombre image, un élément contrastant attire l'attention. Une chemise blanche éclatante et impeccablement repassée. C'est cette tenue qui leur donne leur nom, Homme en noir, ou Men in Black en anglais. Depuis des décennies, voire des siècles, leur silhouette évasive et terrifiante a hanté le phénomène ovni. Les hommes en noir ont toujours suscité une crainte glaciale. Ils voyagent souvent par trois, formant une sorte de trio diabolique, capable d'apparaître et de disparaître à leur gré. Ils sèment la terreur, infiltrant nos peurs avant de s'évanouir, se fondant de nouveau dans le royaume sombre d'où ils sont venus. C'est John Keel qui, sans être à l'origine de la légende, a élevé le mythe des hommes en noir au statut de phénomène culturel. Ces figures ombrageuses, souvent considérées par le grand public comme des agents gouvernementaux ou des affiliés de la mafia, cachent en réalité d'incroyables particularités. Leur apparition n'est pas sans signe précurseur. L'un d'eux concerne leurs moyens de transport. Les témoins américains évoquent fréquemment des Cadillacs noirs des années 50, tandis qu'au Royaume-Uni, ce sont des Jaguars noirs des années 60 qui sont leur monture de prédilection. Ces véhicules, bien qu'anciens, sont décrits comme étant étrangement impeccables, comme s'ils sortaient tout droit du concessionnaire. Leur mission ? Harceler les amateurs d'ovnis. Des centaines de rapports du monde entier font état de rencontres avec ces mystérieux hommes qui avertissent ou menacent les témoins ou enquêteurs d'ovnis de garder le silence sur leurs observations. Ces entités, avec leurs véhicules imposants, ont également la capacité étrange de disparaître sans laisser de traces. Devant de tels récits, les enquêteurs sont souvent sceptiques, écartant ces histoires en les qualifiant de mensonges ou d'hallucinations. Pour le commun des mortels, les hommes en noir sont des agents du gouvernement américain, vêtus de noir qui contrôlent la vie des extraterrestres vivant incognito sur Terre. Ils sont perçus comme une sorte de douaniers intergalactiques, régulant l'immigration des aliens et intervenant si nécessaire. Bien sûr, ils agissent de manière altruiste, leur seule motivation étant la protection de notre planète. C'est pour cela qu'ils effacent la mémoire des témoins ayant observé une scène qu'ils n'auraient pas dû voir, afin de ne pas alarmer le citoyen lambda. Car comprenez-le bien, nous ne sommes pas prêts à accepter l'existence d'autres entités intelligentes dans l'univers, trop naïfs et immatures que nous sommes. Les gouvernements savent ce qui est bon pour nous et c'est pourquoi ils ne nous informent pas de l'existence de tels agents agissant dans l'ombre pour notre bien. C'est admirable. Les activités de ces êtres paranormaux semblent être confinées à certaines régions géographiques de notre planète, principalement dans l'hémisphère nord et en Amérique. Bien que leur présence soit plus notable aux États-Unis, elle reste marginale en Europe, en Asie et en Afrique. Des endroits autrefois considérés comme sacrés ou évités par les anciennes civilisations sont aujourd'hui le théâtre de récits étranges. Ces lieux ont peut-être été autrefois des sites de vénération pour les êtres surnaturels que les aventuriers craignaient de déranger. À l'intérieur de ces zones, une multitude d'histoires sont entrelacées au fil des millénaires. Récits de fantômes, de monstres, de démons et même d'ovnis, tous émergeant d'un espace restreint et se répercutant à travers de nombreuses générations. Pourtant, derrière ces récits se cachent des acteurs bien moins humains qu'ils en ont l'air. Contrairement à ce que la trilogie cinématographique suggère, les véritables Men in Black ne sont pas de simples humains déguisés. En réalité, ils se révèlent être des extraterrestres, capables de prendre l'apparence humaine, mais sans jamais revendiquer cette identité. Le témoignage remarquable de M. Bernard Bidot lors de l'émission Y a pas photo sur TF1 détaille parfaitement ce phénomène. En scrutant de près les témoignages et les preuves accumulées sur plusieurs décennies, il devient clair que ces Men in Black ne sont en réalité que des membres d'une civilisation native de la Terre. Ils ont montré un intérêt continu à interagir avec l'humanité allant bien au-delà des Men in Black. Les ovnis, les apparitions de fantômes, les poltergeists, les créatures surnaturelles, tous ces phénomènes mystérieux sont les expressions d'une intelligence profonde, enracinée non pas dans d'autres mondes, mais dans notre propre planète. Entre les années 1980 et la fin des années 90, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été le théâtre d'une série mystérieuse d'événements liés aux Men in Black. Ces événements étaient souvent associés à des récits d'enlèvements extraterrestres. Les personnes impliquées rapportaient des menaces, parfois en face à face, d'autres fois par téléphone. Il était fréquent de constater du courrier manquant ou clairement altéré. Certains témoins faisaient état d'appels téléphoniques inquiétants ou de visiteurs énigmatiques frappant à leur porte. Albert Bender, considéré comme le pionnier du phénomène des Men in Black, entretenait une fascination pour les planches de Ouija. Mary Robertson, dont une photo avec un homme en noir a été prise en 1968, avait également un intérêt pour les planches de Ouija. Une autre anecdote étonnante concerne Linda, une amie de M. Lowell Cunningham, l'auteur de la bande dessinée Men in Black, adaptée au cinéma en 1997. Elle a rencontré un Men in Black dans un cimetière d'Albany en 2009 et avait l'intérêt tout particulier pour les planches de Ouija. Est-ce une coïncidence que plusieurs personnes pratiquant le spiritisme aient ensuite été visitées par les Men in Black? Ou bien les planches de Ouija ouvrent-elles un accès vers le monde des Men in Black, des démons en tout genre et autres diableries du monde occulte? Si l'on remonte plus loin dans le temps, le rapport Warren détaille l'assassinat du président américain JFK en 1963. Des témoignages sous serment mentionnent des individus ressemblant aux Men in Black près du Dealey Plaza et du bâtiment du dépôt des livres scolaires avant et après l'événement.
En 1965, Arthur Bryant, un Britannique, a partagé son expérience de contact avec ces êtres venus d'ailleurs. Il a observé que malgré les difficultés respiratoires initiales manifestées par ces visiteurs, leur capacité à s'acclimater rapidement était frappante. Cette difficulté respiratoire semble être un thème récurrent chez les témoins d'événements liés aux ovnis. En effet, 3 ans après l'expérience de Bryant, un adjoint de police a rapporté sa rencontre avec les hommes en noir qui, selon son témoignage, parlaient d'une manière inhabituelle, comme s'ils étaient à bout de souffle. De même, une famille de Cape May, dans le New Jersey, a également signalé en 1966 la présence d'un visiteur mystérieux ayant du mal à respirer après qu'ils eurent observé des ovnis. Ce dernier avait des mouvements oculaires asymétriques accentuant l'idée d'un étranger au milieu de nous. L'asymétrie des yeux est d'ailleurs reprise dans les films Men in Black avec le personnage de Gibbs, joué par Tony Shalhoub, le propriétaire du restaurant, trafiquant de montres mais surtout d'armes. L'année 1968 a été marquée par 2 autres incidents tout aussi singuliers. Sur un campus universitaire du Minnesota, un Indien vêtu de noir a été repéré montrant des signes d'ivresse. Dans un autre contexte, un Chinois ivre a fait une apparition déroutante dans un bureau de rédaction à New York. Tout comme les hommes en noir, ces 2 individus étaient vêtus de manière sombre et malgré leur comportement étrange, il semblait y avoir un lien avec les ovnis. Après avoir été interrogé par un ufologue, le Chinois ivre a demandé que son récit ne soit pas divulgué, s'est éclipsé dans une rue déserte et a disparu. D'après certaines observations, les hommes en noir semblent subir l'influence de notre atmosphère. Principalement composée d'azote et d'oxygène, cette atmosphère pourrait provoquer chez eux une aéroembolie, mieux connue sous le nom de la maladie de caisson. Cette condition médicale causée par la formation de bulles d'azote peut être particulièrement douloureuse. Les symptômes allant de douleurs aiguës près des articulations des membres, de vertiges jusqu'au mouvement oscillatoire des globes oculaires. Un parallèle saisissant peut être fait en rapport avec les autochtones de la Terre. Lorsque ces derniers émergent de leur état naturel pour prendre forme humaine, ils adoptent les capacités et les contraintes physiques propres aux êtres humains. Habitant les montagnes où l'oxygène se fait rare, lorsqu'ils se matérialisent et descendent vers les niveaux marins, ils se heurtent brusquement aux lois d'une descente rapide exposés à des niveaux élevés d'oxygène auxquels ils ne sont pas accoutumés. Cette situation les expose à des embolies respiratoires. Ce défi est une constante pour eux, qui s'ajoute à leur apparence physique typiquement moyen-orientale. Au cours de la moitié du XIXe siècle, le phénomène des matérialisations avait énormément de succès. Lors de séances de table tournante se déroulant dans les pièces à peine éclairées, des entités faisaient leur apparition de manière progressive. Elles accomplissaient des actions physiques perturbantes telles que saisir la main des personnes présentes, laissant même des empreintes digitales sur des plateaux en cire. Ces visiteurs provenant d'un autre monde prenaient diverses formes, mais la plus commune était celle d'un Indien arborant des pommettes saillantes et des yeux en amande. Il était paré d'une coiffe en métal brillant. Dans de nombreux témoignages sur les hommes en noir, des personnes rapportent un engourdissement ou une paralysie lors de rencontres avec ces figures mystérieuses. Historiquement, en Europe centrale, ces individus en noir étaient associés à des vampires qui paralysaient leurs victimes avec un regard avant de les vider de leur sang. Bien qu'il n'y ait aucune preuve moderne de vampirisme, les disparitions humaines inexpliquées laissent planer un doute. Certains suggèrent que les vampires modernes pourraient cibler les animaux pour éviter les complications liées à la chasse humaine. Mais au-delà de leur physiologie, ce qui intrigue le plus est leur source d'énergie. Contrairement à nous, êtres humains, qui tirons notre énergie des aliments, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, il semble que les hommes en noir et d'autres entités similaires tirent leur énergie des émotions humaines et se délectent d'émotions puissantes. Comment s'y prennent-ils? En provoquant volontairement des émotions chez nous. Lorsqu'ils rencontrent des individus ayant signalé des observations d'ovnis, leur premier but n'est pas d'intimider quant à l'observation en elle-même, mais plutôt d'éveiller une peur intense. Cette réaction d'effroi pourrait être la clé de leur subsistance. Ce n'est pas tant la rencontre ovni qui importe, mais bien la réaction terrifiée de la personne. C'est cette émotion qui semble guider leur action et leur permet de subsister dans notre réalité. L'activité des Men in Black suit un modèle cyclique émergeant périodiquement comme en Virginie occidentale dans les années 60. Leur but consiste à rechercher activement des témoins d'observation d'ovnis dans le but d'obtenir une forte charge émotionnelle. En absorbant les émotions de ces témoins, ils renforcent leur capacité à interagir avec notre réalité physique. Cette interaction prolongée avec notre monde accroît leur visibilité et les expose davantage, augmentant ainsi la probabilité d'être repérés par d'autres personnes. Ces individus deviennent alors également les cibles de leurs visites successives. Ce processus alimente un cercle vicieux. Une apparition des Men in Black en entraîne une autre, tandis que les médias et le bouche à oreille renforcent la croyance en leur existence. À mesure que les émotions deviennent plus intenses et les témoignages se multiplient, les Men in Black s'ancrent davantage dans notre réalité. Leur présence croissante accroît leur réserve d'énergie émotionnelle. Cependant, de manière mystérieuse, ils finissent par disparaître. Cette disparition pourrait simplement résulter de leur satisfaction en termes d'énergie. Tels des créatures sauvages, ils ne reprennent leur quête de nouvelles sources qu'une fois la faim et le besoin de préserver leur forme de vie unique réapparus. Parfois, leur processus de renouvellement d'énergie échoue, comme ce fut le cas avec le docteur Herbert Hopkins en 1976. À ce moment-là, l'énergie de son homme en noir a chuté de manière dramatique, rappelant la baisse soudaine de sucre chez un diabétique en situation d'urgence.
Ce qui fascine au sujet des Men in Black, c'est leur tendance à se focaliser sur des événements qui semblent à première vue tout à fait ordinaires. Curieusement, leur simple présence amplifie l'importance de ces observations qui seraient autrement passées inaperçues. En intimant le silence aux témoins, souvent choisis sans logique apparente, ils ne font qu'accroître la curiosité à leur sujet. En définitive, les Men in Black ne sont rien d'autre que les autochtones de cette planète, les ultraterrestres qui doivent se matérialiser afin d'interagir avec les humains. La palme de l'art et de la manière de parler du monde des ultraterrestres sans détour revient cependant haut la main à la société Pixar, avec leur film mondialement connu, Monstres et compagnie. Ce film d'animation dévoile un aspect étonnant de la vie de ces fameux monstres. Ils tirent leur énergie vitale de la peur des enfants qu'ils provoquent en s'infiltrant la nuit dans les placards et en surgissant sous les lits. Leur apparence hideuse effraie les petits et c'est ainsi qu'ils parviennent à récolter les cris enfantins, une précieuse source d'énergie. Grâce à un système ingénieux, cette peur est transformée en énergie qui alimente les centrales de la ville de Monstropolis. Cependant, au-delà du caractère divertissant de ce film destiné aux enfants, cette histoire illustre le fonctionnement des entités qui, qu'elles prennent la forme de monstres, d'aliens, de loups-garous ou d'agents Men in Black, doivent se matérialiser pour interagir avec les humains. Il est étrange de constater que les ultraterrestres, ou les djinns, apparaissent souvent après que les gens aient subi un choc émotionnel important, tel un traumatisme, une dépression ou une grande colère. C'est dans ces moments de sensations extrêmes qu'ils sont les plus vulnérables. La diminution d'une partie de la protection naturelle due à ce type de traumatisme permet aux djinns de pénétrer plus aisément et de perturber l'esprit des personnes. Il est fort possible que les énergies émanant de ces états émotionnels soient la raison de l'agissement de ces ultraterrestres. À l'instar de Monstres et compagnie, cela pourrait constituer l'un de leurs besoins vitaux. La nourriture des djinns se compose, entre autres, selon les sources islamiques, d'os et d'excréments. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés lors de rituels de sorcellerie. La confrérie diabolique, les Skull and Bones, illustre le plus clairement possible l'utilisation d'ossements en lien avec les djinns. Ici, le parallèle avec les monstres qui, en terrorisant les enfants, obtiennent en retour des cris pour alimenter leur ville, semble être une représentation simplifiée du monde de fonctionnement des djinns. Lorsqu'ils adoptent une apparence qui n'est pas la leur, ces êtres doivent absolument trouver une source d'énergie pour se maintenir en vie. S'ils ne peuvent pas puiser directement l'énergie des spectateurs affolés lors de leurs manifestations, ils se tournent vers d'autres sources comme l'aspiration des énergies électriques des témoins directs. Le logo et le personnage principal du film Monstres et compagnie annoncent directement la couleur. Pourtant, la genèse de l'histoire n'avait presque rien à voir avec le film que l'on connaît. L'idée de Pete Docter, scénariste et réalisateur de Monstres et compagnie, était simplement de suivre un homme de 30 ans ayant exercé le métier de comptable ou un autre métier similaire et qui déteste ce qu'il fait. Un jour, cet homme découvre un cahier de dessin qu'il avait réalisé pour sa mère lorsqu'il était encore enfant. Il n'y prête pas vraiment attention, le range sur une étagère et cette nuit-là, il commence à voir des monstres. Il s'aperçoit qu'il est le seul à les voir et commence à penser qu'il devient fou. Les monstres le poursuivent partout, au travail, lors de ses rendez-vous. Il s'avère être l'incarnation des peurs qu'il n'a jamais réussi à surmonter durant son enfance. Chaque monstre représente une peur distincte. Au fur et à mesure qu'il apprend à les affronter, en liant des amitiés avec les monstres les symbolisant, ces derniers disparaissent. L'histoire a donc une fin douce amère. Comment est-on passé d'une histoire aussi banale à un film si original tant dans son sujet que dans son traitement? L'information n'a jamais été explicitée, mais il est facile de déduire ce qui s'est passé. Le recours à un script doctor. C'est ainsi que l'on nomme les spécialistes du scénario que les studios engagent pour retravailler, voire réécrire entièrement un script. Les script doctors sont sollicités pour rectifier le tir et transmettre un message subtil. Ici, il s'agit de réaliser un film dédié à un djinn, un certain Pan. Vous en rêviez, Pixar l'a fait. Le message final est d'autant plus controversé qu'il offre une représentation plutôt positive de ce démon. Le script doctor a simplement transposé l'histoire de Pan dans Monstres et compagnie. Tout comme les monstres, Pan aimait effrayer les gens avec des cris provoquant une peur panique. Pour agir de la sorte, il demandait une contrepartie à ses commanditaires. Il est raconté qu'avant la célèbre bataille de Marathon, il avait fait une promesse audacieuse aux Grecs. Il s'est engagé à effrayer les Mèdes s'ils acceptaient de lui dédier un culte en Attique. Plus tard, lors de l'invasion des Gaulois dirigée par Brennos, ces derniers, en traversant la Phocide pour s'emparer de Delphes, furent soudainement paralysés par une peur irrésistible. Les légendes murmuraient que cette terreur avait été déclenchée par les cris perçants de ce même dieu. Mais il y avait aussi d'autres histoires, celles où le dieu ne venait pas à la rescousse mais plutôt pour terrifier. Il se manifestait parfois soudainement devant des mortels, les plongeant dans une terreur si profonde qu'elle pouvait leur coûter la vie. Selon certaines versions, cette terreur était intentionnelle. L'homme qui osait perturber Pan était promptement châtié. Dans d'autres, elle était accidentelle. Pan se révélait à un mortel qui, face à cette apparition, perdait immédiatement l'esprit. Le script doctor ayant exercé ses talents sur cette œuvre est Patton Oswalt. Comédien, scénariste et humoriste, Patton suit la tradition hollywoodienne selon laquelle il est essentiel d'avoir été initié au sein d'une fraternité pour en faire partie, en l'occurrence la fraternité maçonnique Pi Kappa Tau. Grand athée devant l'éternel, auquel il ne croit d'ailleurs pas, ce comique semble parfaitement remplir les critères pour être en relation avec le mal. C'est la règle inébranlable des disciples du prince de ce monde.
L'autre film du réalisateur de Monstres et compagnie, sur lequel Patton Oswalt a également officieusement œuvré en tant que script doctor, s'intitule Vice et Versa. Ce film d'animation propose une vision directe de la possession par les djinns. Il décrit sans embâche le trouble de la personnalité multiple, explique comment les djinns prennent possession d'une personne et comment ils se relaient aux commandes. Ainsi, un phénomène réel et potentiellement nuisible pour l'humanité est transformé en un simple conte de fiction distrayant, au ton original et décalé, et tout cela à l'intention des enfants, évidemment. Il est presque certain que lorsque les hommes en noir demandent aux gens de ne pas parler des ovnis, ce n'est pas pour les faire taire. Ainsi, la réponse du témoin est généralement à l'opposé exact de ce que les Men in Black cherchent prétendument à obtenir. L'homme en noir présente une forme humanoïde, possède un langage limité et a une présence tout aussi restreinte. Notre Men in Black n'a d'ailleurs pas d'origine sociale, chacun semble être une simulation limitée. Nous avons donc ici un programme dont les limites sont définies par sa propre résolution psychosociale et dialectique. Les contes de fées des pays celtes regorgent également de récits d'hommes en noir. En réalité, une partie de la croyance féerique comprend des fées de la taille d'hommes normaux qui se déplacent presque inaperçus parmi les humains, sauf pour leurs vêtements noirs. Tout comme leurs homologues plus petits, on dit d'eux qu'ils sont de grands espiègles. À certaines périodes de l'histoire, les alchimistes étaient soutenus par les rois, tandis qu'à d'autres, ils étaient victimes de purges superstitieuses qui les forçaient à se réfugier dans la clandestinité. Leurs sociétés secrètes ont conservé et fait circuler des centaines de manuscrits mi-scientifiques, mi-mystiques. De nombreux alchimistes cherchaient des moyens pour assujettir des anges à leur volonté. Bien que la pratique magique soit généralement considérée comme un art prohibé lorsqu'elle est utilisée à des fins personnelles, ces alchimistes aspiraient à commander ces entités pour qu'elles leur dévoilent le secret de la transmutation des métaux vils en métaux précieux. Dans de nombreux récits, ces alchimistes étaient visités par un mystérieux homme vêtu de noir, un individu au teint pâle qui surgissait dans leur laboratoire pour leur partager d'étranges connaissances. Les intentions de ces visiteurs étaient variées, certaines teintées de bienveillance, d'autres imprégnées d'une sinistre aura. De nombreux alchimistes sont d'ailleurs entrés dans le domaine après avoir rencontré ces ultraterrestres. Nos chers Men in Black ne sont clairement pas des êtres humains, ils ont l'air de devoir faire un effort pour le paraître. C'est comme s'ils essayaient de projeter leur propre existence en éprouvant de grandes difficultés à le faire. Certains disent qu'ils aspirent l'énergie de l'air, conduisant à des comparaisons avec les vampires, notamment les vampires psy. Ils semblent puiser leur énergie de l'environnement qui les entoure. En définitive, nos légendes sont remplies de créatures mystérieuses et intrigantes. Des Men in Black aux elfes, des fées aux chupacabras, des banshees aux monstres des marais, sans oublier les Bigfoot, Mothman, Korrigan et tant d'autres. Une multiplicité de visages, de noms et d'histoires, mais une origine commune. Les djinns, nos amis les ultraterrestres. Mais pourquoi ces êtres choisissent-ils précisément ces déguisements lors de leur apparition ? Des statues au style oriental évoquant curieusement nos modernes Men in Black ont été découvertes parmi les vestiges de la civilisation Olmec au Mexique. Cette similitude physique à travers les âges n'est pas fortuite. Ces figures seraient des incarnations d'une lignée spécifique de djinns, autrefois honorés sur l'Olympe, dans les hautes terres aztèques, incas et bien d'autres régions du globe. Les divinités antiques seraient dans les faits ces mêmes entités, se manifestant de nos jours notamment sous l'apparence d'hommes en noir. On peut se demander si la variété d'apparitions des djinns provient d'une contrainte inhérente à leur nature. Sont-ils limités à une palette prédéfinie de formes ou leur connaissance de la matérialisation est-elle restreinte à certains avatars? Il pourrait exister une corrélation entre la race du djinn et son mode d'apparition. Par exemple, un djinn d'une certaine espèce pourrait avoir une tendance naturelle à adopter une forme spécifique. Leur capacité d'incarnation dépendrait de leurs caractéristiques intrinsèques et de l'ethnie d'origine. Certaines ethnies pourraient moduler leur apparence, tandis que d'autres seraient restreintes à des physionomies spécifiques. On peut légitimement supposer que tous les djinns se manifestant sous l'apparence des mystérieux Men in Black pourraient être issus donc d'une même lignée, tout comme ceux incarnant les fées ou les petits gris. C'est ainsi que nous rencontrons de manière récurrente, en tant que visiteurs de l'espace, les Men in Black de type orientaux, des Vénusiens blonds aux cheveux longs ou des petits gris à 3 doigts dotés de grands yeux globuleux proéminents à tête hydrocéphale. Mais attention, tous ne jouent pas le même rôle. Si certains semblent prendre un malin plaisir à effrayer les humains par les apparitions abruptes et déconcertantes, d'autres, aux capacités métamorphiques bien plus développées, préfèrent agir dans l'ombre, orchestrer des manigances bien plus sophistiquées, centrées sur la manipulation et les complots à grande échelle, plutôt que de simples apparitions. Pour illustrer cela, imaginez que dans le vaste théâtre du surnaturel, les Men in Black et autres incarnations similaires ne sont que des acteurs de second rôle, des figurants sans dialogue d'une histoire qu'ils ne maîtrisent pas, de vulgaires cachetonneurs qui se contentent de prendre ce qui leur est donné. Une histoire écrite non pas par les vainqueurs, mais par les manipulateurs. L'intrigue évolue en fonction de la période historique. Ce qui est valable aujourd'hui avec les Men in Black ne l'était pas il y a 3 siècles et encore moins il y a un millénaire. Nous avons d'un côté des humains pour une grande majorité manipulés, trompés, trahis par des djinns maléfiques, qui sont eux-mêmes manipulés, trompés, trahis et surtout utilisés par leurs pères et leurs frères tribaux dans un plan hautement malsain qui, au final, ne mènera qu'à une défaite globale, celle des disciples de l'insensé, qu'ils soient hommes ou djinns.